Bonjour à tous. Dans le sommaire, le retrait des M23 de leur localité se fait toujours attendre alors qu'un autre ultimatum a été fixé pour ce 30 mars. Les FARDC ont dénoncé hier mercredi une énième violation du cessez-le-feu par le groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Et la crise humanitaire reste l'une des plus négligées au monde. La crise en RDC, en effet, a déclaré hier la chef de la MONUSCO devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Bintou Keïta a également déploré la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est. Et dans le monde, le pape François a été hospitalisé pour quelques jours afin d'être soigné d'une infection respiratoire. Mais sa première nuit à l'hôpital a été tranquille, a rassuré le Vatican ce jeudi. Bienvenue à vous tous dans ce journal à la une. Le M23 est censé se retirer complètement ce 30 mars de ces localités, conformément à la décision prise par les chefs d'État de la sous-région. Les mouvements rebelles qui a l'habitude de ne pas respecter les résolutions s'y conformera-t-il cette fois? Non. En fait, pense la société civile du Nord Kivu qui dit que le groupe rebelle est loin de se retirer de ce ligne de front et de déposer les armes conformément aux résolutions prises lors du mini-sommet d'Addis Abeba de février dernier. En ligne ici, le vice-président de la société civile du Nord Kivu, Edgar Matezo. Le M23 n'a pas amorcé le processus de se retirer comme cela a été demandé par les chefs d'État réunis à Addis Abeba, qui exigeaient à ce que, à date du 30 mars, tous les éléments du M23 devraient se retirer du territoire national. Bien au contraire, on sent que les M23 continuent à reconquérir certains villages. Le matin du lundi 28 mars, ils ont récupéré le village de Mwesso qu'ils ont occupé jusqu'aujourd'hui. Et là même, pendant qu'ils étaient en train de récupérer ces villages, ils ont attaqué l'hôpital général de Mwesso et ils ont procédé également au pillage systématique du centre de santé de Bukama, où ils ont emporté tous les médicaments qui étaient dans la pharmacie de cette structure sanitaire. Et pour le moment, c'est la peur au ventre dans les chefs de la population des villages qui étaient déjà abandonnés, notamment Kibirizi et autres. Et pendant ce temps, c'est une menace qui pèse sur d'autres agglomérations comme Kanyabayonga et même Goma, où il continue à tenter de récupérer la cité de Sake. Heureusement que les forces armées de la République sont en train de résister et ne permettent pas à ce qu'ils puissent dépasser Sake et atteindre la ville de Goma. Voilà, le M23 n'est donc pas prêt de se retirer de ces localités. Au Conseil de sécurité, la question de la RDC a été à nouveau débattue. La chef de la MONUSCO a déploré l'inaction de la communauté internationale face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, une crise exacerbée depuis l'agression de la RDC par le Rwanda sous le couvert du M23 qu'ont rappelé également les États-Unis d'Amérique. Pour Bintou Keïta, c'est la crise la plus négligée au monde. On l'écoute. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo s'est à nouveau considérablement dégradée. L'intensification du conflit avec le M23 et l'activisme persistant d'autres groupes armés, notamment les ADF, Zaïre et la Codeco pour ne citer que, continuent d'infliger des souffrances intolérables aux populations civiles et de dégrader une situation humanitaire de plus en plus dramatique. Au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri, des centaines de milliers de personnes ont fui les exactions des groupes armés et les affrontements entre le M23 et les FARDC, mais aussi entre Codeco et Zaïre. Au Nord Kivu en particulier, les affrontements entre le M23 et les FARDC ont forcé
900 000 personnes à se déplacer. Les besoins humanitaires déjà immenses en République démocratique du Congo continuent d'augmenter. Cette crise humanitaire reste l'une des plus négligées au monde. Les populations déplacées, auprès desquelles je me suis rendue, vivent dans des conditions extrêmement précaires. Je saisis cette opportunité pour plaider également pour la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire 2023 porté à hauteur de 2,25 milliards de dollars. Je condamne les entraves persistantes à l'accès humanitaire, notamment l'attaque d'un hélicoptère d'UNAS en février qui a contraint le PAM a temporairement suspendre ses vols dans les zones de conflit. J'appelle toutes les parties au conflit à respecter le droit humanitaire international et à faciliter l'accès humanitaire aux personnes vulnérables où qu'elles se trouvent. Et dans le Haut-Katanga, le meurtre des militants de l'UNAFEC indigne la province. Le parti politique a déposé une plainte contre X à l'auditorat militaire avant d'inviter les jeunes au calme. On parle de 21 personnes tuées par des hommes en uniforme. Récit de Benjamin Moudiata. Le parti politique UNAFEC dénonce de meurtres jeudi 23 mars dernier parmi ses partisans et accuse les militaires. Mais des sources proches de l'armée indiquent que les militaires auraient été attaqués par des membres de l'UNAFEC alors qu'ils allaient à la rescousse d'un homme dépouillé par ses militants. Une version presque contraire de celle du président national Umba Longangue, joint par téléphone par nos confrères de la RFI. Ce sont ces messieurs guidés par un civil, un défenseur judiciaire, qui ont trouvé nos jeunes à l'endroit où ils font habituellement les réunions et ils ont commencé à tirer. Nous nous trouvons pour le moment avec 21 corps et des disparus. Les bilans officiels fait état de 12 décès, mais l'UNAFEC parle de 21 morts et des disparus. Faisant suite à ce fait, la formation politique UNAFEC a déposé hier, mercredi, une plainte contre l'inconnu à l'auditorat militaire, avec espérance que la justice soit faite en sa faveur. Et le gouvernement provincial du Haut-Katanga a condamné les incidents de Kilobé qui ont conduit au meurtre des militants de l'UNAFEC. Les familles des victimes ont été reçues par le ministre de l'Intérieur alors que la justice a été saisie également. Compatissant à la douleur des familles frappées par les incidents malheureux survenus à Kilobé, le ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta, a saisi de cette opportunité pour transmettre au nom du gouverneur et de tout le gouvernement provincial les condoléances aux familles des victimes reçues ce mercredi 29 mars 2023 dans la salle de réunion du ministère provincial de l'Intérieur. À ses côtés, Jean Umba Longangue, président national de l'UNAFEC, et le chef des Zoulous, une branche des jeunes de ce parti, dont certains ont perdu la vie dans les mêmes circonstances. Une occasion pour Didier Wadidro, représentant des jeunes du parti, d'appeler ces poulains au calme, le dossier étant déjà entre les mains de la justice pour identifier les coupables. Nous invitons nos jeunes au calme, suivant le mot d'ordre que nous leur avons déjà donné, afin d'organiser l'inhumation sans heurts dans le calme. Nous saisissons également de cette opportunité pour remercier le gouverneur de province pour le geste posé à l'endroit des membres des familles de ces jeunes de notre parti. Ce qui est arrivé, c'est le coup du sort, c'est arrivé. Nous nous plions à la volonté de Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous laissons également la justice faire son travail. Merci vraiment. Notez qu'à cette occasion, des enveloppes ont été remises aux familles pour l'organisation des funérailles. Enveloppe remise par le ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta, au nom du gouverneur de province, Jacques Kiaboula-Katoué. Et dans l'actualité également, la haute cour militaire a confirmé l'œuvre du premier juge en condamnant le colonel Moupépé et les 3 autres prévenus, à savoir le commissaire Nzita Mananga, le brigadier Diamasivi Moukoko et le conseiller Mouchaba Moupépé Génial à la servitude pénale à perpétuité. Ceux-ci sont reconnus coupables de l'infraction de torture ayant entraîné la mort de Olivier Mpunga. Comme le premier juge, la haute cour militaire a confirmé la destitution du colonel Moupépé et du commissaire Ndita et de la police nationale congolaise.
Dans le Nord Kivu, le sénateur Célestin Vunabandi, qui séjourne depuis mardi dernier à Goma, a déclaré qu'à la place de l'enrôlement, le gouvernement devrait d'abord établir la sécurité pour permettre à chaque déplacé de guerre de s'enrôler dans son milieu naturel. Pacho Kavundama. C'est aux environs des 11h heure locale de ce mardi 28 mars 2023 que le sénateur Célestin Vunabandi est arrivé à Goma. À l'aéroport international de Goma, c'est une foule immense composée des militants de son parti politique Action pour un Congo Nouveau ASEN en sigle qui lui ont réservé un accueil digne des notables et fils du coin. Il a été obligé de faire plusieurs mètres à pied en train de saluer sa base. Célestin Vunabandi dit venir au Nord Kivu pour un objectif précis. Je suis venu principalement pour me faire appeler, également pour visiter ma base. Je me fais appeler dans un contexte difficile où le pays est occupé, envahi par un envahissement que vous connaissez. Et donc il s'agit d'une situation à déplorer. Notre souhait serait que très rapidement les espaces occupés soient répondus. Et donc pour moi la priorité c'est plutôt la sécurité à la place de l'enrôlement. Il faut d'abord sécuriser les espaces aujourd'hui occupés par. Après l'aéroport, l'autorité morale du parti politique ASEN s'est directement dirigée au siège de son parti pour échanger avec sa base. Le message de Célestin Vunabandi est clair. Allez massivement vous faire enrôler, a-t-il lancé. Il précise que son parti soutient le président de la République pour la restauration de la paix à l'est de la RDC. Et dans l'actualité au Sénégal, le principal opposant à Macky Sall, Ousmane Sonko, devant la justice ce jeudi. Un climat de tension règne dans le pays avec la reprise de son procès pour diffamation. L'opposition estime que le pouvoir instrumentalise la justice pour étouffer ce dernier. Il est l'un des principaux visages de l'opposition sénégalaise. Ousmane Sonko, 48 ans, doit répondre ce jeudi au tribunal de Dakar où il est poursuivi pour diffamation, injure et faux par le ministre du Tourisme Mamembaye Niang. Déjà reporté à 2 reprises, le procès a provoqué une vague de protestations populaires pour dénoncer une tentative d'affaiblir l'opposant en amont des élections. Ousmane Sonko et ses supporters accusent cependant les pouvoirs d'instrumentaliser la justice pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de février 2024. De son côté, le parti présidentiel accuse celui-ci de vouloir paralyser le pays et de se servir de la rue pour échapper à la justice. En 2019, Ousmane se lance dans la course à l'élection présidentielle. Son discours séduit la jeunesse avec des propos en faveur de la souveraineté économique, du patriotisme, tout en critiquant la gouvernance de l'État. Le 24 février 2019, il termine à la 3e place de la présidentielle avec 15,67% des voix, derrière le président Macky Sall et l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Il faut noter qu'une condamnation pourrait l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de février. Pourtant, c'est en août 2022 qu'il s'est porté candidat pour la prochaine présidentielle en février 2024. Et au Vatican, je le disais dans le sommaire, l'état de santé du pape François fait l'objet de plusieurs interrogations. Le chef de l'Église catholique est hospitalisé quelques jours pour une infection respiratoire. C'est hier mercredi qu'il a été emmené à l'hôpital. Le Vatican a affirmé ce jeudi que le souverain pontife a plutôt passé une bonne nuit. Benjamin Moudiata. Des nouvelles rassurantes pour les papes François, hospitalisé depuis hier mercredi soir. Un communiqué du Vatican signale que le souverain pontife de l'Église catholique a passé une nuit paisible et que les médecins traitants sont très optimistes face à la situation. Cette nouvelle vient donner de l'espoir aux fidèles catholiques qui en avaient déjà perdu suite aux informations contradictoires distillées mercredi par les Vaticans. Après plusieurs examens médicaux, les médecins ont révélé que le souverain pontife souffre d'une infection respiratoire qui n'a aucun lien avec le Covid-19, ce qui a nécessité son hospitalisation qui devra se prolonger pendant quelques jours. Mais le chef de l'Église catholique pourrait présider la messe de Rameau ce dimanche au Vatican. En effet, le souverain pontife éprouvait des difficultés à respirer et il a été amené aux urgences à la polyclinique Gemelli à Rome pour des contrôles médicaux. La dernière hospitalisation publique du pape François, âgé de 86 ans, remonte au mois de juillet 2021 où il subit une opération du côlon. Cependant, depuis mai 2022, le pape François, obligé de se déplacer régulièrement sur un fauteuil roulant, souffre également de douleurs musculaires au niveau du genou.
Le pape est suivi en permanence par une équipe de soignants, que ce soit au Vatican ou lors de ses déplacements à l'étranger. Une précaution d'autant plus nécessaire que cet octogénaire a derrière lui un lourd passé médical. À 21 ans, il a failli mourir d'une pleurosie et a subi une ablation partielle d'un de ses poumons. Et en sport, à présent, l'entente urbaine de cyclisme de Lubumbashi rôde déjà ses athlètes en prévision des 9e Jeux de la francophonie. Les meilleurs athlètes seront retenus à l'issue des différentes courses que le CILU organise chaque fin de semaine dans la ville cuprifère. Christian Bokaya. C'est devant le bâtiment du 30 juin que les cyclistes de Lubumbashi aiguisent les fers en prélude des compétitions qui profilent à l'horizon. La francophonie, je pense, il n'y a pas au mois de juillet. Donc, je me recommandais de négliger l'entraînement. La dernière course a été organisée avec une moyenne de 38 km par heure, soit 1 heure 2 minutes à 40 km. C'est donné à fond pour rehausser les niveaux du cyclisme louchois. C'est la mission que s'est assignée Alain Yanda, président de l'entente urbaine du cyclisme de Lubumbashi. L'ambition reste la même, c'est essayer de relever les niveaux du cyclisme louchois. Comme vous avez constaté avec moi, le cyclisme est en train de reculer. C'est pourquoi j'ai vite essayé de courir en tant que cycliste. J'ai rejoint les staffs dirigeantes pour amener un petit plus. Donc notre souhait, c'est demain ou après-demain, voir un cycliste louchois autour de France, autour du Zimbabwe, de la Zambie. Par la même occasion, Alain Yanda a salué la nomination de François Kaboulou Mwana Kaboulou au ministère des Sports et Loisirs et pense que ce dernier va travailler pour l'intérêt de toutes les disciplines. Le ministre Belé Baleka va travailler bien, mais il y a une foi que par rapport à Excellence Kaboulou Mwana Kaboulou, il y aura des changements. Lors de la dernière course organisée devant le bâtiment du 30 juin, Hussein Yanda chez les messieurs a fini en pole position. Même chose pour Amis Yanda chez les dames. Et pour terminer, le nouveau comité de la Fédération congolaise de football association sera connu au mois de juillet à l'issue des élections qui seront organisées à Kinshasa. Les nouveaux statuts de la FECOFA étant publiés dans le journal officiel, l'instance fêtière a obtenu la feuille de route pour organiser ces élections dans le délai. 68 délégués plutôt au total devront choisir les nouveaux animateurs de la Fédération congolaise de football association. Place au rappel des titres à présent. Le retrait des M23 de leur localité se fait toujours attendre alors qu'un autre ultimatum a été fixé pour ce 30 mars. Les FARDC ont dénoncé le mercredi une énième violation du cessez-le-feu par le groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Et la crise humanitaire en RDC reste l'une des plus négligées au monde, a déclaré la chef de la MONUSCO devant le Conseil de sécurité de l'ONU mercredi. Bintou Keïta a également déploré la dégradation de la situation sécuritaire. Et dans le monde, le pape François a été hospitalisé pour quelques jours afin d'être soigné d'une infection respiratoire. Mais sa première nuit à l'hôpital a été plutôt tranquille, a rassuré le Vatican ce jeudi matin. La lecture des journaux, c'est avec Moïse Chamala. Restez avec nous. Place à la revue de presse à présent. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Et nous allons lire, comme je l'ai dit, avec Moïse Chamala. Bonjour et bienvenue à vous, Moïse. Bonjour, Gaëtan Kouba-Bouranzi et merci. Votre premier sujet, Conseil de sécurité des Nations Unies, Bintou Keïta plaide pour la cause de la RDC. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, mais malheureusement pour nous, la plupart des journaux parus c'est jeudi à Kinshasa n'ont pas parlé de ces sujets. Heureusement, radio-okapi.fr nous fait le point. Bintou Keïta, à New York, la situation sécuritaire et humanitaire s'est déconsidérablement dégradée. La chef de la MONUSCO s'est exprimée mercredi 29 mars devant les conseils de sécurité des Nations Unies. Lors de sa prise de parole, Bintou Keïta a regretté que la situation sécuritaire et humanitaire a
est déconsidérablement dégradé en RDC suite plutôt aux violations des cessez-le-feu répétitifs du M23 et la situation en Ituri qui est menée difficilement par les ADF, les Codeco. Et autre chose, la loi Tchani fait encore parler d'elle. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, comme nous parle la une du Forum des As avec ces titres, la loi Tchani, une menace à l'unité nationale et à l'intégrité du territoire, dit Deli Sessanga. Pour l'élu de Luisa, pas besoin d'être prestidigitateur pour savoir qui est particulièrement visé par la très controversée loi Tchani. Pas besoin non plus d'être un crack en Sciences Po pour savoir d'où vient cette proposition des lois très politiquement orientée pour Deli Sessanga. Même les derniers des profanes en matière de politique RD congolaise, c'est que la fameuse loi sur la congolité est concoctée pour empêcher Moïse Katumbi de briguer à la magistrature suprême. Et Kamere, Bemba et Mbouissa Tshisekedi balisent le chemin pour son deuxième mandat. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est titré du quotidien La Transparence, nous en dit un peu plus. Réménagement ministériel avec Kamere et Bemba dans son camp. Battre Tshisekedi à la présidentielle révèle d'un miracle. Deux poids lourds de la scène politique congolaises ont fait leur entrée dans l'équipe gouvernementale conduite par Samalou Kondé, une équipe remaniée après plusieurs semaines d'attente. Les leaders du MLC, Jean-Pierre Bemba a été désigné au poste de vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale, alors que Vital Kamere, les patrons de l'UNC et ancien directeur des cabinets du chef de l'État, a lui été nommé à la tête de l'économie nationale. En outre, ces deux personnalités, l'inusable Boussania Moussi a été rappelé pour gérer l'intégration régionale pour les journaux. La Transparence, Gaëtan, ces réaménagements faits par Félix Tshisekedi semblent annoncer sa conquête électorale dans différentes provinces de la RDC. La question reste posée. Et on va en face de chez nous ici au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso suspend des magistrats. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, les médias français RFI.fr nous fait les points sur ces faits. C'était au cours de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature qu'il a présidé le 27 mars 2023. Les chefs d'État congolais Denis Sassou Nguesso a révoqué, rétrogradé et réprimandé plusieurs magistrats, 9 au total, pour des motifs qui n'ont pas été précisés par les conseils supérieurs de la magistrature, mais sans prononcer les mots, les chefs de l'État a fait référence à la corruption parmi les hauts fonctionnaires de la justice avec son mot poignant, je cite, « La conclusion que nous tirons, c'est qu'il y a les vers dans les fruits et nous devons les détruire ». Fin des citations. Depuis des années, tout justement, Gaëtan, ces déclarations ont fait réagir les acteurs de la société civile qui ont invité les présidents congolais de mieux bannir ces fléaux. Merci beaucoup Moïse Tchamala pour cette revue de la presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste inconnue. Voici les programmes définitifs des obsèques du magistrat Louis Kokonyangi Mangambi. Vendredi 31 mars 2023 à partir de 19h, veillée mortuaire à la résidence du député national Kokonyangi, 6 au quartier Mimosa, villa numéro 3 avenue Dr Mankoy, en face du stade. Samedi 1er avril 2023, 8h, levée du corps de la morgue des cliniques Ngaliema, 8h20, recueillement. 8h45, départ pour le tribunal des grandes instances de la Gombe pour l'audience solennelle, mot de la famille, dépôt des gerbes des fleurs. Départ vers les cimetières nécropoles. 14h, retour des cimetières vers la résidence du député national Kokonyangi, bain de consolation. Pour la famille Kokonyangi, pasteur Jean Kokonyangi, Emery Kokonyangi, honorable Joseph Kokonyangi Witanene qui signe ce communiqué.